m'attrape la jambe avec le taser. 4-5 coups de taser, il insiste bien, jusqu'à ça m'a brûlé, tu vois. J'ai été traumatisé, bien sûr. Pendant une semaine, je dormais, j'avais des flashs, je me relevais en sursaut. En fait, je pensais que j'étais en garde à vue encore. Franchement, j'étais tétanisée. J'avais vraiment, à l'intérieur de moi, je sentais vraiment mon corps qui tremblait de peur. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'escalade d'un banal contrôle de police. Comment 2 éducateurs, une mère de famille et un enfant de 7 ans ont été gazés. Comment ensuite, un de ces éducateurs a été interpellé, placé en garde à vue, fouillé à nu à l'intérieur du commissariat et finalement relâché sans la moindre poursuite. L'histoire se passe le 14 février. On est à Lucé, une petite ville de 16 000 habitants à côté de Chartres. C'est le début d'après-midi. Kevin, Fresh, c'est un surnom, il n'a pas souhaité donner son nom, et Météane sont au niveau du petit centre commercial dans le quartier du Vieux-Puy. Ils sont en train de discuter et à ce moment-là, une voiture de police s'arrête à leur hauteur. Les policiers procèdent à un contrôle à la recherche de stupéfiants et c'est là que la situation va s'envenimer. Arrêtez, vous avez vu personne, vous voulez des gens. Il n'y a personne qui voulait. Il commence à me toucher, à me dire ouais mais toi sur le côté, tout ça. Mais vous cherchez quoi? Je viens d'arriver, c'est quoi votre délire? Ouais, tu te retournes et t'écartes les bras, ça. Après, ils ont commencé à pousser le contrôle, ils voulaient mettre les mains dans les poches. Et les keufs, ils ont commencé à s'exciter, ils ont allumé la caméra. Je lui donne mes affaires, il fouille, tout ça, il fait ce qu'il a à faire. Et normalement, dans la procédure, un policier, il ne doit pas mettre les mains dans tes poches. Il doit te palper, c'est une palpation. Lui, il vient, il commence à mettre les mains dans mes poches. C'est à ce moment-là que Diafara, un éducateur qui fait partie des bataillons de la prévention, c'est une mission lancée par l'État pour lutter contre les RICS, décide d'intervenir. Il y va dans le but d'apaiser le contrôle, mais c'est lui qui va être pris pour cible. Moi, j'étais positionné là, donc il y avait 2 jeunes là contre la vitre, donc il y avait d'autres policiers ici. Le policier, il est très agressif, il me tutoie et il me parle mal. Donc moi je lui dis écoutez monsieur, moi je suis là pour apaiser le conflit, je suis éducateur. Et il prend ma carte professionnelle que je lui présente, ma carte d'identité qu'il arrache. Et là il me dit une deuxième fois vous vous dégagez d'ici en fait. Il me bouscule avec son bras en m'écartant, or que moi j'ai aucune résistance. De loin, j'entendais déjà des cris, c'était vraiment fort. J'étais au niveau du parking devant le centre social. Moi, je m'apprête aussi à présenter mes papiers d'identité. On m'a seulement demandé de reculer. J'ai dit qu'on était là pour apaiser les conflits, qu'on était éducateurs sur le quartier. Et là, on s'est fait gazer du coup une première fois. Ensuite, j'ai vu un policier pousser très fortement mon collègue. Donc là, ça m'a inquiétée. J'y suis retournée, donc je me suis refait gazer. Ils ont gazé des petits. J'entendais mon frère crier et ils lui ont mis un coup de taser. Jambes sur le cou, taser, 4-5 coups de taser, il insiste bien, jusqu'à ça m'a brûlé, tu vois. Et là, je suis emmené, menotté, avec de la violence. Ils me mettent les menottes très très fort, ils me les serrent. Le policier à la caméra était très énervé aussi, il voulait que je monte dans sa voiture. Et l'autre policier, je pense qu'il a vu que son collègue était énervé, il a dit non, il va monter avec moi. Donc je suis monté avec un autre collègue, quoi. Donc là, moi, je me retrouve toute seule sur le quartier avec des enfants qui courent partout, des enfants qui pleurent, des mamans qui pleurent. Et je sais plus quoi faire. Les jeunes sont paniqués, courent partout aussi. J'ai eu peur, notamment pour le jeune qui hurlait et qui appelait à l'aide. On ne pouvait pas l'aider, on se sentait vraiment impuissant. Et puis, notre but, c'était aussi d'apaiser ce conflit. Et là, on n'avait plus aucun moyen parce que ça aurait été se mettre en danger, nous aussi. J'ai pensé que j'allais être interpellée parce qu'on m'a menacé de perdre mon travail et d'être embarquée. Et j'ai pas compris pourquoi j'étais la seule présente qui ne me suis pas faite embarquer. Et c'est encore une question que je me pose aujourd'hui. Pourquoi on m'a pas demandé mes papiers aussi? Pourquoi on m'a pas embarquée comme tout le monde? À ton avis, pourquoi tu n'as pas été embarquée? Sur place, à ce moment-là, j'étais la seule personne blanche ou la seule femme, vraiment. J'étais avec mon collègue du début à la fin, on a reçu les mêmes menaces. Donc je comprends pas. Sur place, on a aussi retrouvé une témoin du contrôle. C'est une maman du quartier. Au moment de l'interpellation, elle allait chez le médecin, elle était dans la salle d'attente et elle a filmé l'interpellation depuis la fenêtre. Et écoutez le message qu'elle a envoyé ce jour-là dans un groupe WhatsApp de maman, elle était encore sous le choc. Vraiment, maman Sira, la scène que j'ai vue aujourd'hui, franchement, maman Sira, dans mon corps, là, je te dis, tous mes nerfs tremblent encore. Il faut vivre ça, vraiment pour voir la souffrance des jeunes dehors. Quand je voyais même ça, là, j'étais tétanisée. Après, quand j'ai fini mon consultation chez le médecin,
Je suis repartie à la maison, mais c'est là que j'ai vraiment ressenti cette peur-là. Et vu que je suis maman des garçons aussi, en voyant ça, c'est comme si c'est mon fils que je voyais par terre. Dans notre quartier, les jeunes, ils ne peuvent pas se mettre à 2 à 3 dehors. Dès qu'il y a un jeune qui est là avec un ami en train de discuter, automatiquement, il y a les flics qui sont là. Donc c'est ce que les jeunes, ils vivent dehors. Diafara et sa collègue Angèle sont en poste depuis le début d'année dans le quartier. Et avant de continuer le récit de la garde à vue, on a voulu en savoir plus sur le parcours de Diafara. Ce qu'on a compris, c'est que s'il veut médiatiser cette affaire, s'il nous parle aujourd'hui, c'est que le social occupe une très grande place dans sa vie. Moi, je suis arrivé en décembre à l'UC. Je suis un ancien footballeur. Donc, j'ai joué notamment au Luxembourg, en Belgique et en France. Et après, ensuite, je me suis lancé dans le social en tant que moniteur éducateur dans un premier temps. Et après, ensuite, j'ai passé le diplôme d'éducateur spécialisé. Avec ma collègue, voilà, on est un binôme. Et le but, en fait, de notre mission, parce que c'est une mission, c'est de travailler sur les RICS et le décrochage scolaire. J'aime vraiment aider les gens, surtout les personnes en fait qui n'ont pas les mêmes chances. C'est dans ce contexte que se passe l'interpellation de Diafara, mais son calvaire n'est malheureusement pas terminé. Une fois au commissariat, le policier le plus véhément l'aurait carrément menacé de lui faire perdre son travail. Et les policiers seraient allés encore plus loin. Mais le problème, c'est qu'on est tous témoins, on a tous vu ce qui s'est passé, on sait tout ce qui s'est passé. Il lui disait là, ce soir, on appelle le préfet, tu vas perdre ton travail. Je vais faire un rapport, c'est terminé pour toi. Diafara lui a dit ok, il n'y a pas de souci. Et il était sûr de lui en fait. Tout ce qu'il m'a dit, il savait que son chef allait le suivre. Et c'est ça qui est grave. Le coup de gazeuse, ça m'a fait mal parce que voilà, ça pique les yeux. Mais la pire des choses, c'est le mensonge en fait. Pendant la fouille, ils m'ont demandé d'enlever mes vêtements, le pantalon, après le caleçon. Tu caches un peu tes parties et tu leur expliques, écoutez monsieur, c'est humiliant. Il dit non, nous, c'est nos méthodes. Tu te sens un peu sale, tu te dis, c'est des inconnus. Voilà, ils t'attrapent comme ça, ils te mettent en fouille. Ils te rabaissent, ils rigolent entre eux. Moi, le premier un jour, je me suis dit, ouais, peut-être les jeunes, ils abusent. Mais quand on l'a vécu, on dit non, c'est un truc de malade. Là, ton mental, il prend un coup. Hein. Moi, je vous cache pas, je suis en cellule, je réfléchis, et je me dis, bon, c'est mieux que j'arrête ce travail-là. Et là, il y a les jeunes qui me disaient, Diaf, franchement, c'est bien que tu sois avec nous. Au début, je comprends pas. Je dis, pourquoi vous dites ça, les gars? Comme ça, tu vas voir et vivre ce qu'on vit au quotidien. Et c'est là qu'en fait je me dis non, faut pas que je lâche. Il y a beaucoup trop de jeunes qui vivent ça. Dans le quartier, la nouvelle de l'arrestation de Diafara fait vite le tour et les habitants, surtout des mamans, décident de se mobiliser et de faire pression sur les autorités. C'est trop, il faut qu'on se lève, nous les mamans, qu'on mette fin à tout ça. On va tous passer pour signer cette pétition et s'il faut qu'on doit aller jusqu'à devant le maire ou le préfet de Châtes, on va y aller. Cette fois-ci, il faut qu'on se lève. Quand Diafara était interpellé, donc nous les mamans, comme on a créé un groupe sur WhatsApp, on se parle entre nous. Donc j'ai essayé d'expliquer et puis on a essayé de parler, de se mobiliser par rapport à Diafara parce que c'est un éducateur. On avait fait une pétition et c'est passé dans tous les appartements, toutes les mamans ont signé. Et cette pétition c'est parti chez le maire. Elle était signée par beaucoup de mamans, parce que beaucoup de mamans ils le connaissent Diafara. C'est pas normal, la police ils font ça, c'est que, ok ils ont le droit de faire leur travail, mais par contre, ils n'ont pas le droit d'agresser les gens. Finalement, les 4 interpellés, dont Diafara, sont libérés sans poursuite après 22 heures de garde à vue. Et si l'on écoute Diafara, pour lui, c'est le témoignage d'Angèle, sa collègue, qui a été déterminant. Un des policiers du renseignement, il me dit voilà, on a eu votre collègue, vous n'êtes pas concerté, est-ce que vous avez dit? Elle a dit la même chose, donc voilà quoi. Ils ont vu les vidéos, ils ont vu tout ça. Pourquoi en fait, ils croient ma collègue en fait? Et pas moi. C'est quoi, pourquoi? C'est quoi la différence? Ma collègue aujourd'hui, on en a parlé, elle s'en veut aussi, mais elle y est pour rien. C'est plein de questions qu'on se pose comme ça. Quelques jours plus tard, après l'interpellation, des échauffourées ont eu lieu dans le quartier, entre des jeunes et la police. Il y a eu des tirs de mortier, un balcon a pris feu, et les pompiers ont même dû évacuer les résidents d'un immeuble. En tout cas, pour tous les habitants qu'on a rencontrés le jour de notre tournage, toute cette situation illustre parfaitement le fossé qui s'est créé entre les jeunes d'un côté et la police. Quelqu'un qui est dans le cadre de son travail, qui se prend un coup de gazeuse, sans mots, sans rien, je sais pas comment vous appelez ça vous, mais pour moi c'est une agression. Et ils n'ont pas de respect pour nous ici, pour les jeunes, pour nos enfants, ils n'ont pas de respect. Le soir, ça me fait un peu peur de sortir. Ça me fait vraiment peur de sortir. Et ça même, j'ai dit à mes enfants, avec tout ce qui se passe dehors, restez à la maison.
Ça fait vraiment peur. Le jour de notre tournage, on a vécu une scène qui illustre cette tension. C'était quasiment une réplique à l'identique du contrôle du 14 février. Une nouvelle fois, un contrôle pour du stupéfiant, et une nouvelle fois, Kevin, Fresh et Météane faisaient face aux policiers. Ce jour-là, il n'y a pas eu de violence de la part des policiers, on a seulement entendu quelques insultes du côté des jeunes, mais si on écoute les habitants, ils nous ont dit que notre présence avait freiné les policiers. Et effectivement, à partir du moment où on a sorti les caméras, la situation était comme figée. Les policiers ont mis fin au contrôle, ils étaient plus d'une dizaine à ce moment-là. D'un côté, il y avait les habitants, et de l'autre, tous les policiers. Nous, on a profité de ce moment d'accalmie pour aller les interroger. On voulait simplement avoir leur réaction, mais quand on est arrivé vers eux, ils sont partis. Vous voulez pas vous exprimer sur la situation ? Pour avoir des réponses, on a interrogé la préfète du département, Françoise Souliman. Pour elle, RAS, rien à signaler, les policiers n'ont pas fauté, et Diafara et Angèle n'avaient pas à intervenir. L'opération policière était tout à fait normale, et c'est le comportement du jeune des bataillons de la prévention qui ne devait pas avoir lieu. Il y a eu une interpellation, oui, une interpellation, comme pour n'importe qui empêche les forces de l'ordre de procéder à des constatations et à des interpellations. Si l'on écoute la préfète, les policiers n'auraient même pas gazé ce jour-là. Toute la scène a été filmée par une caméra piéton, donc il n'y a pas eu, je suis désolé, mais gazage, non. Bon, après une petite relance, la préfète change vite de version, mais elle nie toujours que Diafara et Angèle aient été visés ce jour-là. Il y a eu gazage pour pouvoir se désengager, mais c'est pas lui qui a été visé particulièrement. On a aussi contacté le service d'information et de communication de la police nationale. Selon eux, 12 grammes de résine de cannabis ont été saisis. Fresh a reconnu en interview avoir caché sa consommation sur lui, mais il nie avoir dealé. Après cette garde à vue, Diafara s'est vu prescrire 8 jours d'interruption temporaire de travail. Il a aussi consulté une psychologue. L'attestation clinique fait état d'un stress post-traumatique, avec cauchemar, flashback et troubles majeurs du sommeil. J'en ai été à cause des personnes qui sont censées me protéger, c'est pas à cause du public. Eux, ils ont rien demandé. Eux, ils sont là, ils sont contents qu'on soit là, on travaille bien avec eux. Ça faisait 3 mois sur le quartier, il n'y avait aucun incident. En une seconde, ils ont cassé déjà 3 mois de travail de nous, les éducateurs de prévention spécialisés, et 2 ans de travail des animateurs. Donc maintenant, comment on va faire pour recréer ce lien-là? Je ne veux pas lâcher pour ces gens-là. Faut que je continue.